Pour commencer, je tiens vraiment à remercier votre union départementale, à la fois pour son invitation, mais y compris pour le principe acté d'inviter l'ensemble de celles et ceux qui se portent candidats ou candidates au secrétariat général de notre organisation. Je pense que c'est à la fois très nouveau, mais c'est, je pense, comme ça qu'il faut qu'on le prenne dans toutes nos organisations, parce que si on peut s'en sortir, ça sera par le débat. Quand je dis si on peut s'en sortir, c'est pas parce que j'ai la conviction que la CGT est par terre et qu'on ne pourra plus rien en faire. Mais je pense qu'on a depuis un moment plusieurs problèmes qui sont y compris de la nouveauté. Moi, je n'ai pas forcément envie de faire un truc à charge contre la direction confédérale, contre l'organisation. Nous en faisons partie, on essaye les uns et les autres de la faire vivre le mieux possible, mais parmi les nouveautés de la période, il n'y a pas seulement le fait qu'il y aurait cette fois plusieurs candidats. Ça fait quelques années maintenant que notre comité confédéral national est malmené. Et ça, c'est nouveau. Le comité confédéral national, c'est l'ensemble des unions départementales et l'ensemble des fédérations. Il ne s'agit pas de parler de crème de la CGT, mais c'est l'ensemble des camarades qui ont été élus pour diriger toutes les organisations fondamentales de la CGT. La confédération, ce n'est pas la direction confédérale. La confédération, c'est les UD et les fédés. On est encore sur le principe du fédéralisme et de la double besogne. Et moi, je ferai la leçon à personne ici, il n'y a que des militants, des militantes, chacun sait se situer dans son organisation, dans ce qui fait le commun, mais on vit depuis un moment une situation assez particulière. Alors, c'est très bien, y compris que Patrice, en plus de sa responsabilité de secrétaire général, est aussi membre de la direction confédérale. Et ce n'est pas pour ça que je ne veux pas faire un truc à charge contre la direction confédérale, mais je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui où on n'est pas en état de s'affronter. Il faut qu'on arrive, je le disais tout à l'heure, crois-moi que le CCN, il nous a usés. Voilà. Et puis en plus, quand je parle fort, je fronce les sourcils et ça donne une image de moi encore plus catastrophique que l'image naturelle. Je disais, on n'est pas dans une situation où on peut s'affronter. On est les uns et les autres habitués à la confrontation d'idées. Ça, c'est pas la même chose. Mais malheureusement, on est plus maintenant dans une situation d'affrontement que de confrontation d'idées. Ou très rapidement, quand un avis divergent ou un questionnement surgit, de qui que ce soit, c'est pris comme un désaccord et une volonté de nuire à l'organisation. Et ça, qu'on le veuille ou non, parce que dans l'organisation, il n'y a personne, ni homme, ni femme, ni organisation, que le soit professionnelle ou territoriale. Donc si on part du principe que personne à lui seul ou à elle seule a la solution, on est obligé de confronter. Mais de confronter avec un objectif, c'est rassembler l'organisation. On n'est pas en situation, chacun là où on est, d'imposer des reculs suffisamment importants au patronat pour changer concrètement les choses. Pourquoi on chercherait dans la CGT à imposer des défaites à une partie de l'organisation? Ce n'est pas ce qui va pouvoir nous faire avancer. Et malheureusement, depuis un moment, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et ça devient naturel. On ne confronte plus, mais par contre, on s'affronte. Alors moi, je ne suis pas dans un discours œcuménique où on est tous beaux, belles, gentils. Il y a des conceptions différentes qui s'affrontent. Il faut qu'on aille au bout des débats. Quand je vous dis, il n'y a pas que le fait qu'il y ait plusieurs candidats qui est nouveau dans l'organe. Parmi ces choses nouvelles, il y a des positions prises par la CGT, parce qu'une fois que le bureau confédéral ou le secrétaire général a arrêté une position, elle nous engage à tous et toutes.
Donc, il y a des décisions qui, depuis un moment, sont prises sans le moindre débat dans l'organisation. Et derrière, on doit les assumer comme si nous avions participé à la prise de décision. Alors, quand ça tombe bon, et que ça colle à l'orientation générale, à ce que chacun et chacune a dans la tête, ça va. Mais quand il s'agit, par exemple, d'engager la CGT dans un soutien improbable au plan de relance de Macron et de Merkel, où nous déclarons dans un communiqué unitaire, il y a 2 ans à peu près, que nous appelons l'Union européenne à entendre Emmanuel Macron et Angela Merkel et de mettre plus de milliards dans le plan de relance. Camarades, le plan de relance, nous allons le payer, nous le payons, mais on va le payer notamment au travers de la réforme des retraites. C'est une commande de l'Union européenne pour récupérer l'argent qu'ils nous avaient déjà pris et qu'ils ont mis à disposition, notamment des grandes entreprises. Il me semble que c'est 70% des fonds qui n'ont servi en réalité qu'aux grands groupes, et pour garantir le plus haut niveau de dividendes possible. D'où est-ce que ça peut venir un positionnement comme ça de la CGT? Après quel débat? Après quelle réflexion? Et surtout, après quel renoncement? Parce que là, on est dans le renoncement. Quand la CGT en est à dire à l'Union européenne, je ne pense pas qu'il y ait débat ici, ce n'est pas une machine à créer du progrès social. C'est un outil dans les mains du capital et du capital international. Comment on peut apposer le logo de la Confédération sur une déclaration qui dit « mettez plus de milliards et on verra ce qui se passe après ». Ça, c'est nouveau. En 2005, quand il s'est agi de trancher le positionnement de la CGT sur le vote concernant la Constitution européenne, il y a eu débat. Il y a eu débat dans le bureau confédéral, il y a eu débat dans la CE confédérale, il y a eu débat dans le CCN, et le CCN a pris une position qui n'a pas convenu à l'époque, au moins au bureau confédéral et au secrétaire général de l'époque, mais ils ont bien été obligés de prendre en compte le positionnement du CCN, qui était d'appeler à voter contre la proposition du gouvernement de l'époque, du grand capital, de nous imposer, bon, ce qu'a fait Sarkozy après, mais ce n'est pas ça le sujet. Mais il y a eu un débat dans l'organisation. Dans la même période, on sort un communiqué où on vante les mérites du dialogue social en France. Ce n'est pas le problème de faire un communiqué unitaire, mais dans le même moment où le gouvernement, avec tout ce qui se fait de réactionnaire au niveau international, organise les choses de sorte à ce qu'on paye tout au prix fort. Camarade, il en est mort des nôtres au travail pendant le confinement. Il n'est pas mort des actionnaires. Hein. Il n'y a pas un qui a conduit un camion, il n'y a pas un qui a tenu une caisse. C'est les nôtres qui sont morts. Et nous, on vante le... Enfin, ça, encore une fois, je n'ai pas, moi, souvenir qu'il y ait eu discussion avec qui que ce soit dans l'organisation. Ça, c'est nouveau de procéder comme ça. Alors, c'est nouveau, mais qu'on le veuille ou non, ça vaut orientation. Et ça, ce n'est pas des orientations. Le dernier document de congrès, moi, je ne suis pas un spécialiste des documents, j'ai une mémoire de... Mais on peut le ressortir. Nulle part, il est écrit qu'on allait soutenir, nous, les initiatives de l'Union européenne pour assurer aux actionnaires des grands groupes qui seront bien rémunérés. Nulle part, c'est écrit. Hein? On peut penser ce qu'on pense du dialogue social, de la qualité du dialogue social. Enfin, moi, il me semble qu'on est, nous, sur le principe de la démocratie sociale à l'entreprise. Le partenariat social, on sait 9 fois sur 10 où ça nous mène. On n'est pas partenaire avec les patrons. On est capable de signer des accords, et on en signe énormément, et très souvent, c'est le fruit du travail de nos militants et de nos militantes sur le terrain. Mais de là à vanter le dialogue social avec un gouvernement qui est en train de mettre en place une machine à broyer les travailleurs, quel signe on envoie?
Encore une fois, il y a tout qui se discute. Mais dans un moment où la seule chose qu'on doit avoir en tête, c'est comment on défend les nôtres, bec à bec, entreprise par entreprise, collectivité par collectivité, parce qu'on sait que, parce qu'ils ont l'anticipation sur les choses, que nous n'avons pas nous, eux, ils sont prêts. Ils sont prêts. Il n'y a pas un grand groupe qui a été réellement en difficulté pendant la période de confinement. Les grands groupes pharmaceutiques internationaux, ils se sont gavés avec les vaccins. Et nous, on trouve le moyen d'expliquer. On signe ça avec les organisations patronales. Hein. Puis il arrive, quasiment dans la même période, le collectif Plus Jamais Ça, qui sort lui aussi d'on ne sait où, et qui, parmi les propositions, les revendications, enfin je ne sais pas comment l'appeler, arrête l'idée qu'il y aurait des filières industrielles qui seraient ou que l'on devrait condamner. Il n'y a eu sur cette adhésion, sur cette entrée dans ce collectif, aucune discussion. Aucune. On nous a dit, mais c'était dans le document de congrès. Dans le document de congrès, il était inscrit, ce n'est pas du mot à mot, quelque chose que je partage. Moi, que la CGT ne s'interdira pas de travailler avec les organisations syndicales, politiques, associatives. Ce n'est pas un problème, ça. On est la CGT. En dehors des fascistes, avec qui on a peur de parler, nous? Avec personne. Nous sommes la CGT. Qui va nous prendre en défaut sur les questions industrielles, sur les questions sociales, sur les questions économiques, sur les questions environnementales? Qui va nous prendre en défaut pour la partie qui est la nôtre? 126 ans d'existence au moment où on adhère à ce collectif. On a quoi à craindre? Rien. Pourquoi on ne discute pas dans l'organisation? Pourquoi la CGT explique qu'on est pour l'arrêt d'un certain nombre de filières industrielles, sans le moindre débat dans l'organisation, sans le moindre débat avec les syndicats concernés et leurs fédérations. Je ne parle même pas de consulter les UD, là c'est... On est contre le nucléaire, nous. Alors après, on dit non, on a signé... bon, il y avait ça, mais on leur a dit qu'on était pour. Ça aide à la compréhension. On est contre le charbon. On est contre les énergies fossiles. Dans les énergies fossiles, il y a le pétrole. On peut être contre tout ce qu'on veut et ça peut s'entendre. Pour X raisons, on peut être contre. Mais camarades, on est la CGT. Si on dit on est contre ça, contre telle filière industrielle, contre ou pour l'arrêt de... On dit d'abord par quoi on remplace. Et comment on organise le fait que les travailleurs des filières condamnées, ils ne se retrouvent pas le bec dans l'eau. Ça, c'est la responsabilité de la CGT. Et on sait le faire. On sait le faire. Les mutations industrielles, on les a plus subies qu'organisées et revendiquées. Hein. Pour une raison très simple, c'est que jusqu'à présent, ceux qui ont la main sur les outils de production, c'est ni les travailleurs, ni leurs représentants, ni les partis qui se réclament de la défense des travailleurs. Ce sont les actionnaires de ces groupes qui ont la main dessus. Donc on peut expliquer, nous on est contre ci, on est contre là. Ceux qui décident pour le moment, ce sont les actionnaires. Venir nous les conforter dans un processus de désindustrialisation du pays qui dure depuis au moins 50 ans. Qu'est-ce qu'on y gagne? Quelle conscience on élève, quelle conscience on éclaire quand on prend ce genre de position sans le moindre débat? Aujourd'hui, on cavale après les outils de production énergétique. Nous, cette prise de position-là, dans les Bouches-du-Rhône, c'est la CGT, non pas qui revendique, mais en tout cas, qui voit la centrale de Gardanne fermée, des camarades qui doivent lutter pour porter un projet de transition, avec une confédération qui a dit on est pour l'arrêt de la filière au charbon. L'Allemagne qui ouvre des centrales à charbon, des mines, les Chinois qui ne sont pas complètement fada en termes industriels, hein, même si on peut discuter de tout, qui ouvrent des centrales à charbon avec des taux de pollution qui sont complètement, voire même
dans des normes meilleures que celles qui existent ici. Et nous, on dit qu'il faut arrêter le charbon. Vos camarades de Gardanne, la personne de la Confédération, de la direction confédérale, pardon, qui est venue leur dire, camarades, voilà, on va prendre cette position, on vous explique pourquoi, et avec vous, on travaille sur un projet industriel. Il n'y a personne qui l'a fait. Depuis, on bataille. Depuis, on bataille. Donc, encore une fois, hein, sur les questions industrielles, il y a tout qui peut s'entendre. Tout. Les camarades de la Fédération des industries chimiques, les camarades raffineurs, disent très tranquillement, la plus mauvaise utilisation du pétrole, c'est d'en faire du carburant. Les capitalistes qui tiennent les raffineries disent, la meilleure utilisation pour nos actionnaires, c'est de faire du carburant. Donc les deux sont contre la fermeture des raffineries, mais pas pour les mêmes raisons. Les camarades de la FNIC, eux, disent on peut valoriser socialement et industriellement les raffineries, mais pas pour servir les intérêts du capital, pour répondre aux besoins du pays et des populations. C'est ça ce que doit porter la CGT. C'est pas compliqué. La CGT ne peut pas dire on arrête de travailler le pétrole, parce que on a perdu je ne sais plus combien de raffineries. Je vous dis, sur les chiffres, je suis un boucan, hein, camarade. Si vous voulez me mettre en difficulté, posez-moi des questions avec des chiffres. Mais toutes les capacités de production pétrolière qu'on a perdues dans le pays ces 10-15 dernières années, elles ont toutes été reconstruites ailleurs dans le monde, dans des pays où les normes sociales et environnementales sont quasi inexistantes. Donc le gain environnemental pour la planète, il est zéro. Tant que les capitalistes auront décidé de brûler du pétrole pour faire du carburant, pour faire de l'argent, ils brûleront du pétrole pour faire du carburant et pour faire de l'argent. Qu'on conduise ici des voitures électriques ou pas, dans le reste du monde, ils continueront à polluer. Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'on veut avoir des arbres et pas de nuages devant son jardin, mais la planète, elle n'a pas de frontières. Les frontières, c'est les hommes qui les ont inventées. Voilà. Quand on pollue un endroit, on pollue la planète. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire et qu'on ne doit rien faire là où on est. Mais on ne peut pas le penser à aussi court terme et à aussi courte vue. Parce que qu'on le veuille ou non, il se pose un autre problème quand même. Il n'y a pas d'industrie qui n'utilise pas de produits chimiques. Les produits chimiques, on les obtient en raffinant le pétrole. Si on ne le raffine plus ici, le reste des usines seront toutes soumises aux aléas des marchés internationaux et des décisions prises par tel pays ou tel groupe de fournir ou pas les produits nécessaires à la poursuite des productions dans le pays. Donc la CGT, quand elle dit on est pour l'arrêt du pétrole, en gros, elle dit on est pour l'arrêt de l'industrie dans le pays. Mais on sait que ce n'est pas ça. Mais quelle direction confédérale digne de ce nom peut prendre une décision aussi hasardeuse sans la moindre discussion, au nom de la nécessité réelle de préserver l'environnement? Mes camarades, sur les questions environnementales en lien avec l'industrie, les meilleurs spécialistes du pays et du monde en réalité, ils sont où? Ils sont dans les usines. On a tous été amenés à enterrer des camarades, parfois leur épouse, morts ou mortes, des produits qu'ils ont été amenés à fréquenter, je dirais, tout au long de leur vie professionnelle. Moi, je sais que chez moi, l'amiante, elle a fait des ravages, y compris chez les épouses des ouvriers, des chantiers navals, des usines éternites, parce que le laver les bleus, hein, là aussi on peut parler de la condition féminine ici et là, mais sur des trucs comme ça, bon, on voit bien qu'encore une fois, les capitalistes, ils ont créé les conditions pour que ce soit les travailleurs et leurs familles qui morflent. Donc, rentrer dans un collectif comme ça, en quasiment renoncer à tout le savoir, à toute l'expérience de notre organisation, et je ne parle pas là que de Montreuil,
Enfin, vous prenez les copains dans la métallurgie, les copains dans la chimie, dans l'énergie, dans le textile. Ils savent tous les produits dangereux, les productions dangereuses, les effets de leur usine sur l'environnement immédiat. Tout le monde, enfin, les camarades, ils ont travaillé dessus. On parle beaucoup là dans la période d'hydrogène. Les premières réflexions sur l'hydrogène, elles sont sorties de la tête d'un camarade qui s'appelait, il est décédé pendant le Covid, pas du Covid, mais pendant le Covid, qui s'appelait Marcel Croquefer, qui travaillait à Total à Dunkerque, si je ne me trompe pas. Il a tellement poussé la réflexion sur la question de l'hydrogène, sa production, son utilisation, que le PDG de Total, il n'y a pas longtemps, a dit au coordinateur du groupe Total, CGT, le tort de M. Croquefer, c'est d'avoir eu raison 15 ans avant tout le monde. Il était en décalage avec le tempo du capital. Voilà. Il y a 15 ans, 20 ans, le capital n'avait pas décidé d'exploiter l'hydrogène parce qu'il compte tirer à fond sur le pétrole. Mais dans la CGT, des camarades s'étaient déjà mis à travailler sur ce qui pouvait être, pour partie des besoins, des productions de substitution. Pourquoi on fait comme si ça n'existait pas tout ça? C'est quoi l'intérêt? Là, on est en train d'effacer l'histoire de la CGT, mais ce n'est pas que d'un point de vue sentimental. C'est d'un point de vue de l'efficacité de la CGT, de sa pensée, de sa visée pour le monde du travail. Je prends cet exemple-là, mais il y en aurait dans toutes les catégories. Donc ça, camarades, c'est nouveau. Refuser de faire travailler ensemble les organisations de la CGT pour être sur des positions, un qui rassemble et deux qui nous font gagner en efficacité, c'est nouveau. C'est aussi nouveau que le fait d'avoir 2, 3, 4 candidats. Mais c'est surtout, à mon avis, et pas qu'à mon avis, le symptôme d'une organisation qui est légèrement en errance idéologique et qui a du mal à travailler avec celles et ceux qui la composent à quelque chose qui la rassemblerait, et je le redis, qui la rendrait efficace et lisible. Aujourd'hui, il y a des sujets dans l'organisation où, en gros, c'est chacun à peu près là où il est et comme il a envie ou comme il sent les choses, qui donne la position. Hein. Il y a quelques temps de ça, quelques années, on est passé aux métropoles. Nous, on a été l'objet, je ne sais pas comment dire, la métropole de Marseille-Aix, d'une étude menée par des universitaires en lien avec la Confédération. Enfin, on a donné tout ce qu'on pouvait donner ici et là. Il y a eu restitution, on était la moitié de ce qu'on est là ce soir, et pas la moindre publication. Donc quel est le point de vue de la CGT sur le processus de métropolisation, quand même de reconfiguration du pays? C'est pas rien, 36 000 communes, des habitudes. Moi, je ne suis pas pour être ancré dans le passé et dire parce qu'avant c'était bien, il faut. Mais on est de qui? Chacun s'est débrouillé à peu près comme il a pu dans sa métropole. Alors, c'est la faute certainement à la fédération, c'est la faute aux fédérations, parce que ça ne touche jamais qu'un champ professionnel. Hein. Mais quand c'est des sujets aussi structurants, on n'a pas le devoir de confédéraliser et les réflexions et les productions et les mises en œuvre. Alors on se prend les lois, on condamne, on dénonce, mais on fait quoi? Et dans le même temps, on recule en effectif, on recule en implantation, enfin qu'on le veuille ou non, on en est plus à quasiment à fermer des UL qu'à en ouvrir. Ou à les faire subsister, plutôt que de les faire exploser par l'activité. On pense qu'il y a un certain nombre de sujets qu'il faut mener au bout, mais encore une fois, pas pour se massacrer, mais pour savoir au moins sur quoi on s'entend ou sur quoi on ne s'entend pas. Et surtout, qu'on mette les militants et les militantes le plus à l'aise possible, en les impliquant dans les réflexions, mais y compris en leur facilitant le travail quand ils sont sur le terrain. Après, on peut s'étriper des semaines, des jours, des nuits en CCN. Si pour les syndicats, ça n'a aucune consistance, aucune valeur, aucun apport, et l'intérêt, il est où?
Parce que dans les nouveautés, il y a la façon aussi dont on fait travailler le CCN. Le CCN, ce n'est pas la commission exécutive confédérale élargie. C'est l'organe de direction de la CGT qui fixe le cap pour les 3 mois à venir dans le cadre des orientations décidées en congrès. Là, je ne te prends pas à témoin, Patrice, mais la réalité, moi je suis secrétaire général du NUD, où on a encore 25 unions locales. On n'est pas plus fort ou moins fort que les autres, mais on a 25 UL. Si je fais des interventions, comme malheureusement c'est devenu l'habitude, sur l'actualité et qu'il faut que je donne l'activité des 25 unions locales, en réalité, il me faut au moins 25 minutes de temps. On a 3 minutes. Pour beaucoup, ces 3 minutes, elles sont utilisées à dire, voilà, on a fait ça dans tel UL, on a rencontré les camarades. Fixer le cap des 3 mois à venir, en faisant pendant 3 minutes le bilan des 3 mois passés. Et c'est important de parler de l'activité des UL, c'est pas... Mais pour qu'il y ait une activité dans les UL, il y a aussi besoin que du CCN, ils sortent des orientations, enfin, comment je peux dire, des réflexions qui les aident pour l'activité des 3 mois qui viennent. La réalité, c'est jamais ça. On a droit à... Alors là, je passais du sujet de l'industrie au CCN, mais qu'on le veuille ou non, c'est ce dans quoi on évolue. On a tout le temps de bons rapports introductifs qui, sur le constat, peuvent être utiles, y compris dans les rapports qu'on fait dans les CE du D, dans les CE du L, de syndicats. Mais 9 fois sur 10, il n'y a pas de proposition. Et ça, qu'on le veuille ou non, quand on sort d'un CCN, qu'on n'a rien à proposer à nos organes, non seulement c'est usant, mais c'est surtout très dangereux pour l'organisation. Qu'on le veuille ou non, on est dans une organisation avec des directions élues. On n'a pas que des droits, les dirigeants. On a aussi le devoir de diriger. Sinon, on n'appellerait plus direction s'il ne fallait pas diriger. Et moi, je n'ai aucun problème avec le fait que les directions le doivent diriger, prendre des actes de direction. Parfois, le moral, il est dans les chaussettes au niveau des militants, des militantes. Ben, on a obligation de donner de la perspective et de l'envie. Quand on fait un CCN sans proposition, celui d'après, pas de proposition, celui encore d'après, pas de proposition, ben, nos militants et nos militantes sur le terrain, ils sont dans le noir. Ils sont perdus. Et ils gèrent le quotidien. Et laisser nos syndicats gérer le quotidien de l'entreprise, ce qui est leur rôle, sans jamais faire le lien avec tout ce qui se passe à côté, sans jamais leur dire « voilà ce qu'on a à faire ensemble », ben ça fait qu'au moment où il faut y aller tous ensemble, on a souvent affaire à des militants et des militantes qui sont repliés sur leur entreprise. Et le fait qu'ils soient repliés sur leur entreprise, ce qui est naturel, ça explique après ben, qu'ensemble, on ne peut rien faire. Et on est là dans une spirale qui est complètement infernale. On n'a pas adhéré les uns et les autres, les uns et si et patati patata, l'inclusif c'est compliqué. Voilà. Pour ne rien faire avec les camarades d'à côté. Ça, c'est l'UNSA. L'Union nationale des syndicats autonomes. Nous avons adhéré à la Confédération générale du travail, qui revendique d'être utile au quotidien des travailleurs, des travailleuses et de leurs familles, et qui ambitionne de créer les conditions d'une transformation de la société capitaliste. On laisse chacun chez soi, il nous manque une jambe. Et qu'on le veuille ou non, le fait de ne pas travailler les deux fondamentaux de la CGT, ben, sur la première partie, qu'on le veuille ou non, on est moins efficace. Des travailleurs qui, globalement, ne sont pas convaincus qu'ensemble, on peut emporter, gagner. Ben, même chez eux, ils sont en dedans, ils sont timorés. Mais c'est normal. Qui, tout seul dans sa boîte, se dit, je vais à la fois arracher des augmentations de salaire, des emplois, des meilleures conditions de travail, et faire tomber le capitalisme? Personne. L'intérêt d'avoir une confédération,
c'est de se donner ensemble la force, à partir de ce que chacun et chacune peut faire, ben, d'aller au combat ensemble. C'est ça l'intérêt d'être en confédération. Si à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose qui peut apparaître particulier à un secteur ou à un autre, mais qui en réalité détermine le commun, on s'explique que parce qu'on n'est pas au même niveau partout, on ne peut pas y aller, ben à la fin, on est tous inefficaces, on est tous inutiles. Et les travailleurs, la CGT pour eux, c'est quoi? C'est un outil. Hein. Un outil, il ne s'use que quand on s'en sert. Alors là, on n'use rien, mais personne ne s'en sert. Alors je grossis le trait, hein, parce qu'il se fait des milliers de choses, mais la CGT aujourd'hui, elle le vit parce que celles et ceux qui y ont adhéré font qu'elle existe encore. Elle a un vrai problème d'unité en son sein et d'appréhension globale de son objectif. Et ça, il faut qu'on se mette au clair. Encore une fois, pas pour se tuer, mais si les uns et les autres, on est tous d'accord sur vers où on veut aller, il ne nous reste plus qu'à nous chamailler sur comment on y va. Et ça, honnêtement, ça ne peut pas provoquer d'éclat, de malheur. Voilà. Si maintenant, on n'est plus tous et toutes d'accord vers où on veut aller, il faut se le dire. Parce qu'on va tellement se chamailler sur le chemin que là, oui, on va exploser. Parce qu'en réalité, si on dit on veut aller à Rome, ouais, on veut aller à Rome, mais qu'en réalité, il y en aurait qui voudraient aller nous faire aller à Lyon. C'est sûr que si on leur dit on prend le bateau à Marseille pour aller à Rome, et on leur dit non, il ne faut pas prendre le bateau. C'est normal, en bateau, on ne peut pas aller à Lyon. C'est pas vrai. En péniche, peut-être, mais pas en bateau. Ah. Mais pour ça, il faut se dire, non, on ne veut pas aller à Rome, on veut aller à Lyon. Si on veut aller à Rome, la bagarre, elle est sur, on y va en bateau, on y va en avion, on y va à la nage, on y va en radeau, on y va en voiture, on y va en vélo. Plein de raisons de ça. Mais il faut dire vers où on veut aller. Quand on soutient le plan de relance Macron-Merkel, on ne veut pas aller vers une société débarrassée du capitalisme. Quand on se met en situation de condamner les violences dans l'expression des revendications, au moment où les gilets jaunes ils se font arracher des yeux et des mains, ben, on ne veut pas aller vers une société débarrassée de l'exploitation capitaliste et de sa violence. Mais ça, il faut le... Camarades, ça, il faut qu'on se le dise entre nous dans l'organisation. Moi, encore une fois, là, je te prends à témoin. Non, mais c'est pas, pour le coup, c'est pas un coup tordu, je te préviens. Moi, dans l'organisation, que ce soit en CCN ou ailleurs, je ne me suis jamais autorisé à traiter qui que ce soit de quoi que ce soit. Un camarade qui n'est pas d'accord avec moi, ça ne me fait pas un réformiste ou un traître. Ça me fait un camarade avec qui j'ai des désaccords et avec qui ben, je pense qu'on y gagnerait plus à discuter plutôt qu'à se traiter d'eux. Là, aujourd'hui, on a un bureau confédéral qui, dès qu'il est mis devant une interrogation ou un désaccord, passe d'abord du temps à qualifier le poseur ou la poseuse de questions de fractionniste, de scissionniste, de gauchiste. Là, on est allé jusqu'à anarcho-syndicaliste. Ce qui est normalement, dans les bases de la CGT, pas du tout un problème. Normalement. Si on assume notre histoire et qu'on est conscient, y compris de comment on en est arrivé à la création de la Confédération, ça ne doit pas poser de problème. Mais pendant qu'on fait ça, là, pendant qu'on a fini, enfin, qu'on termine de mettre les étiquettes dans le dos des uns et des autres, ou sur le front, tout ce temps, on le perd dans la construction de ce qui doit faire le commun. Si on n'y est pas argument contre argument, on n'avance pas, camarades. Et on se trouve dans une CGT qui, de par ces difficultés-là, en vient quasiment à annuler le travail qui est fait par les militants et les militantes
Sur le terrain, comment on dit, dans la proximité. Après, on peut vouloir coller au salariat, à ses évolutions, mais c'est pas possible qu'on se mette les uns et les autres dans ces difficultés-là. C'est pas possible. Et penser qu'avoir des débats sur l'orientation, ça serait complètement dépassé et d'arrière-garde, parce que le salariat aurait changé et qu'il serait sur d'autres centres d'intérêt. C'est très dangereux et c'est insultant pour les travailleurs et les travailleuses. Parce qu'il n'y a qu'à regarder la période dans laquelle on est. Aujourd'hui, la réforme des retraites, il n'y a quasiment pas ou plus besoin de l'expliquer aux travailleurs. Hein. Ils ont écouté, ils ont lu. 64 ans pour eux, c'est non. Donc quand leurs intérêts sont attaqués, ils savent trouver les moyens, les ressources, y compris historiques, pour aller au combat. Hein. Il y a des décennies qu'on n'a pas eu autant de grévistes, autant de monde dans les manifestations. Et je ne dis pas que ça, ce n'est pas le fruit du travail qu'on a pu faire, hein, la CGT, partout où on est. Hein. Mais qu'on le veuille ou non, les travailleurs, parce que qu'on le veuille ou non, l'intelligence ouvrière, hein, mais on y met là-dedans tous ceux qui vendent leur force de travail, hein, y compris les cadres. Je voulais m'énerver un peu, Mika, mais il ne m'écoute pas. Quand on est dans des situations comme ça, ils savent où il est leur intérêt et ils savent y compris se tourner vers la CGT pour que le coordonne, l'impulse, le crée les temps de mobilisation collectifs, que le crée les conditions que les travailleurs ils se parlent entre eux. Donc il y a... Je dis ça n'est pas que sur la considération qu'on doit porter aux travailleurs, hein, mais ce que la CGT fait ou ce que la CGT ne fait pas, ben, ça compte. Ça compte dans ce qu'on est en capacité de créer les uns et les autres. Et de refuser les débats ou de faire en sorte que les débats ils tournent sur dans quel camp tu es dans la CGT, en essayant de mettre sur le dos des uns la pureté la plus pure parce qu'elle est fidèle à la direction en place, et sur le dos des autres, la volonté de casser l'organisation en étant sur des conceptions complètement passéistes qui s'appuient sur la nécessaire évolution des consciences des travailleurs pour s'en sortir, ben, je le dis, ça fait du mal à l'organisation et ce n'est pas respectueux pour les travailleurs et les travailleuses. Voilà. S'il y a des solutions, elles sont chez les travailleurs et les travailleuses. Sur qui vous voulez qu'on compte? On peut avoir les plus belles idées si on ne les met pas dans les têtes des travailleurs, pas pour les manipuler, mais pour qu'ils les fassent vivre, qu'ils les améliorent. On ne sert à rien. En réalité, on ne sert à rien. Si la CGT ne cherche qu'à coller à ce que les travailleurs, là où ils en sont aujourd'hui, elle ne travaille pas à l'élévation des consciences, hein, qu'on le veuille ou non. Et elle ne travaille pas à l'émancipation des travailleurs par la construction d'une société, je le redis, débarrassée du capitalisme. Donc si ça n'arrive pas à se le dire tranquillement dans l'organisation, on renonce à ce que nous prétendons être. Il faut absolument, mais absolument, que dans notre organisation, on arrive à se redire les choses, parfois rudement, c'est pas grave, toujours fraternellement et sororéellement. Je le dis sans ironie, mais ça complique parfois. On va être dans de très très grandes difficultés. Les travailleurs, ils ne vont pas nous attendre 1000 ans. Ils ne nous attendront pas 1000 ans. Le capital, il frappe. Il frappe. Je ne vous explique rien, hein, camarades, vous êtes au combat. Hein. Mais en face, ils ne dorment pas. Et alors, je le dis tranquille, hein, moi, je n'ai pas la prétention d'avoir ou de porter le joli livre qui vous explique tout. Si je vous donne ma parole que si un jour j'ai la recette, je la donne à tout le monde. Voilà.
Je ne garderai pas pour moi la solution. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on ne revient pas sur un certain nombre de fondamentaux qu'il faut peut-être actualiser pour être plus compréhensible, mais les fondamentaux du capitalisme, eux, ils n'ont pas bougé. Hein. Je possède, j'exploite, je rase et je m'en vais. Ça, eux, ils n'ont pas bougé. La lutte des classes, si pendant un temps, le camp du travail il y a renoncé, eux, ils n'ont jamais renoncé à la mener. Donc il y a à revenir sur un certain nombre de fondamentaux idéologiques, un certain nombre de fondamentaux stratégiques. Je parle là bien de comment on organise la convergence des luttes, comment, encore une fois, à partir de ce que chaque organisation peut mettre dans le rapport de force, comment on fait en sorte de s'appuyer là où il nous reste suffisamment de rapports de force pour impacter l'économie de manière efficace et rapide, même si on ne fera pas tomber le capital, ni même la réforme des retraites, en 15 jours ou 3 semaines. Hein. Voilà, il faut s'organiser. Hein. Mais ça, en faisant encore une fois en sorte que chacun se trouve dans une stratégie où il peut se situer sans se sentir à l'avant-garde ou pas pris en compte. Et encore moins dans un processus où c'est bon, c'est pas la peine que je m'y mette, d'autres vont le faire. Quand on adhère à la CGT, on a les mêmes droits, les mêmes devoirs. Il y a encore des professions où on peut faire du 24 heures reconductible, il faut qu'ils le fassent. Il y a d'autres professions où on est beaucoup moins implanté et peut-être là, on peut arracher des 1 heure par jour, des 2 heures par semaine, mais dans l'objectif, dans l'esprit, tout le monde doit mettre dans le panier ce qu'il doit mettre et ce qu'il peut mettre, parce que ça vient conforter. Ceux qui sont un peu plus sur des modalités plus fortes, ils donnent confiance aux autres, et les autres, en amenant ce qu'ils peuvent, ils confortent ceux qui sont sur ces modalités-là. Ça, normalement, c'est ce qui doit nous animer dans toutes les luttes qu'on porte en commun. Et ça, il faut qu'on en parle. Sortir du CCN avec... quand je suis confus, vous me le dites, hein, parce que vous voyez que mes notes... Quand on sort du CCN avec une déclaration qui n'est pas fondamentalement mauvaise, mais qui en gros dit, il y a telle date, et après jusqu'à là, chacun fait ce qu'il peut là où il est. Mais on vous appelle à parler de la reconductible. Oui. Les syndicats de 12 dans une entreprise de 30, ce qui est un très fort taux de syndicalisation. Les camarades, ils vont s'asseoir et ils vont penser comment eux, tout seuls, ils vont faire tomber la réforme des retraites. Sans savoir que dans telle profession, voilà ce qui est mis en œuvre comme processus, dans telle profession, voilà ce qui est mis en œuvre. Chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut. Il y a un truc qui tourne pas rond, camarade. Il y a un truc qui tourne pas rond. On est tellement habitué, on s'est tellement habitué à plus faire ensemble, que tout le monde a beau jeu de dire maintenant, moi j'y vais quand l'autre il y va. Mais comme on ne crée pas les conditions pour que chacun sache ce que l'autre a dit qu'il allait faire, on en reste à quand il ira, j'irai. On a eu les discussions hein, avec un certain nombre de professions. Hein. Ouais, mais en 2010, nous on y était. Mika, tu n'es pas discipliné. Tu regardes la CGT, toi que ça ne m'étonnerait pas. Mais c'est pas grave. Laisse-moi en dire mon aussi alors. Je vous dis, on a eu les discussions avec les professions. Ouais, mais nous, en 2010, on était en reconductible, ceux-là, ils n'y étaient pas. Alors, l'avantage d'être un peu vieux dans l'organisation, c'est que tant que la mémoire le marche, tu te rappelles de qui était en 2010, de qui était en 2003, de qui était en 2006, de qui était en 2019. Et là, tu te rends compte que celui qui te dit, moi, en 2003, on y était, lui, il n'y était pas, il n'y était pas. Sauf que le coup d'après, lui, ils y étaient, et celui d'avant, il n'y était pas. Parce que le coup d'avant, ceux-là, puis ça donne l'occasion d'avoir le coup d'après, trois qui disent, ah, nous, on n'ira pas, parce que lui et lui, ni là, ils y étaient. Et là, ça se trouve que c'est lui qui il y va. Et qui dit aux autres, oh, vous venez pas? Elle dit, non, le dernier coup, tu n'y étais pas, toi. Eh bien, vous savez quoi?
là on a perdu, là on a perdu, là on a perdu, et là on a perdu. Et si on fait le cumul des forces qu'on aurait pu engager, si on s'était organisé, là on gagne, là ils hésitent à revenir, le coup d'après on gagne, et là même pas ils en parlent. Je fais le plan comme si c'était le meuble Ikea. Hein. Ça, c'est des centaines, voire des milliers d'heures de discussion, de confrontation, de paroles données, parce qu'il ne s'agit pas de dire « nous, on va y aller hein, », et pas y aller. Parce que là, tu désespères un peu plus que Bianco. Mais le rôle d'une confédération, l'utilité d'une confédération et le rôle d'une direction confédérale, c'est de structurer ça. On s'entend sur les objectifs et on arrête les modalités. La visée politique et la stratégie. C'est indissociable. Si tu ne le fais pas, tu te condamnes à perdre. Ou alors, on est sur l'irruption spontanée des travailleurs. Ça, c'était Thierry Le Pen. Le même qui nous disait, la CFDT ne le veut pas, donc on n'appelle pas la manif. Ah, mais camarades, c'est basique, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, à un moment donné, il va falloir, oui, s'entendre sur un certain nombre de fondamentaux idéologiques, ce qui fait l'objectif, un certain nombre de fondamentaux stratégiques, parce que là, comme ça, je ne sais pas comment on s'organise pour gagner. On est là en plein mouvement. Bonsoir. Bonsoir. Géant Casino. C'est son nom et son prénom. Tu choisis Géant, prénom. On avait une longue grève dans un petit casino à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Tous les médias parlaient des casinettes. Mais c'est vrai qu'elles étaient petites, alors ça... Il est beau. Elle est soldée. Donc je disais, hein, objectif, stratégie, et sur l'état de notre organisation. Il va falloir qu'on se dise un peu les choses. Il y a un camarade au CCN qui disait, mais camarade, vous imaginez pas. Alors, il engueulait les fédérations. Parce qu'il y a cette petite musique qui se joue. Les fédérations le seraient dans l'opulence à Montreuil. Peut-être que c'est vrai, hein, pour quelques-unes. Et les misérables, ce seraient les UD et donc les unions locales. Ce qui est en grande partie vrai. Camarade disait, ouais, j'ai XUL, je ne sais plus combien, elles sont tenues par des retraités et souvent le soir. Ben, je vous disais, dans mon département, il y a 25 unions locales. On se bat comme des fous pour pas que le ferme. Mais comme des fous, on s'est levé des moyens à l'UD, des moyens humains à l'UD, humains donc financiers, hein, à l'UD, pour ne pas fermer certaines unions locales, enfin certaines, quelques unions locales qui étaient dans des difficultés pas possibles. Je ne sais pas jusqu'où on va pouvoir faire ça, parce qu'à un moment donné, on va avoir le choix entre garder les 25 QL ouvertes ou fermer l'UD. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'avoir 25 QL et plus d'UD. Et on parle de... Il n'y a pas de grande ou petite organisation, mais on parle de la 3e union départementale du pays. Donc je pense, parfaitement conscient de la situation que peuvent connaître des unions départementales où il n'y a pas seulement moins d'adhérents. Parce que quand il y a moins d'adhérents, de fait, il y a moins de bases. Il y a moins de syndicats, moins de sections qui ont la responsabilité de faire vivre les unions locales. Donc, à un moment donné, et sans dire qu'on va s'acheter des militants ou des militantes, il va bien falloir mettre en place un plan Marshall ou de la proximité. Comment on peut coller à la diversité du salariat si on n'ouvre pas plus d'unions locales dans le pays? Comment? Ou alors on dit, on n'est plus sur la même organisation. Le syndicat, c'est plus l'organisation de base. L'union locale, ce n'est pas le moyen de mettre ensemble les syndicats sur des objectifs communs, dont le déploiement de la CGT, mais y compris la construction de revendications locales.
Et donc, partant de là, pourquoi on aurait besoin des UD s'il n'y a plus d'UL? Il y a eu des... L'UD, ça peut très bien servir de grosses UL et quelques antennes dans le département. Mais des antennes juridiques, hein, camarades. Franchement, gloire à nos conseillers du salarié, à nos conseillers prud'hommes. Les camarades, ils font un travail magnifique. Mais on n'est pas un conseil, enfin un cabinet de conseil juridique, la CGT. Que tu aides un travailleur en difficulté à ne pas se faire un marron par son patron, c'est une chose. Mais de suite, tu embrayes sur syndicat-toi, organise-toi. Sinon, l'intérêt, il est où? Sinon, tu passes ta vie à aider le même salarié parce qu'à chaque fois, il est attaqué de la même façon. Voilà. Mais pour ça, il nous faut des unions locales. Et des unions locales et des syndicats, tout se tient. Donc, il va y avoir un moment où il va falloir décider d'investir des moyens dans la création d'unions locales dans le pays. Je fais un peu mon ouvriériste de base. Il y a, je me suis laissé dire, je crois, 180 conseillers confédéraux. J'exagère ou pas? Tu exagères. De beaucoup? De beaucoup. De combien? De beaucoup, beaucoup? La France attend. Non, alors, si je ne dis pas de bêtises, on doit être aux alentours de moins de 150 avec les salariés de la Confédération confondus. 150. Alors, camarades, on ne va pas polémiquer. Non, mais parce c'est qu'il y a pas- les conseillers, mais il y a les salariés. Et je crois qu'on est à 118 salariés. Ouais, les conseillers sont aussi salariés. Pas tous. Beaucoup. Là, oui. Bon, c'est fait la Vous voyez, je vous ai dit, d'écurer des chiffres, j'allais me... Non, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Moi, camarades, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on choisisse. Ou on continue à chercher des moyens de créer de la réflexion en dehors des militants et des militantes, ceux et celles qui font l'organisation, ou on décide que les moyens qu'on a mis à un moment donné à un endroit, il va falloir les mettre dans je ne sais pas comment dire, le maintien et la création d'unions locales. Si ça, on ne le fait pas, on va continuer à être dans de grandes difficultés. Alors après, qu'on soit clair, hein, il ne s'agit pas d'acheter des militants et des militantes. Il ne s'agit pas de considérer que parce qu'on aurait 4 murs avec marqué CGT dessus, ça réglerait tous les problèmes. Mais quand même, partout où les travailleurs n'arrivent pas à trouver la CGT, ben, ils n'adhèrent pas à la CGT. Ou ils adhèrent à la CGT sur le site confédéral, qui a une réalité, enfin une efficacité, qu'on le veuille ou non, assez limitée. Voilà, on est beaucoup sur de l'adhésion individuelle, on a du mal à faire redescendre, il faut y avoir un suivi très régulier. Et je ne remets pas en cause l'outil parce qu'il a permis parfois de... En gros, il faut frapper tous azimuts. On n'oppose rien. Mais à un moment donné, il faut du concret. Soit on dit la CGT, c'est sur le terrain qu'elle se construit. Et encore une fois, hein, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je vais faire l'ouvriériste de base. Je ne suis pas dans l'opposition entre les UD, les FED, Montreuil et le terrain. Mais là, pour le moment, on est dans des disproportions qui ne nous aident pas. Moi, je ne sais pas, ici, j'imagine que c'est la même chose. On reçoit des dizaines de mails par jour qui nous arrivent de Montreuil. S'il fallait tous les lire et les analyser, parce qu'il n'arrive pas que des mails. Dans les mails, il y a des pièces jointes avec des dossiers, avec des trucs très intéressants. Nous, des fois, on est quand même en désaccord avec ce qui est écrit dedans. Mais c'est toujours... il faudrait embaucher un permanent. Voilà, très honnêtement, si on doit embaucher un permanent, c'est soit pour aider à l'activité de l'UD, soit pour aller dans l'UNUL, mais pas pour lire tous les mails qui nous arrivent de Montreuil. C'est pas possible. Voilà, donc moi, je pense que... Enfin, mais pas que moi, hein, y compris on porte des propositions. Sur la question de l'implantation de la CGT, il va falloir faire des choix. Y compris, ça doit nous amener ça, qu'on le veuille ou non, à rediscuter de la répartition de la cotisation. Sans punir personne. Il ne s'agit pas de punir qui que ce soit. Encore une fois, dans les nouveautés, dans la CGT, il y a
l'opposition qui a été travaillée systématique entre les UD et les fédés, les petites fédés et les grosses fédés, les petites UD contre les grosses UD. Et là, comme ça, tout le monde, il est à peu près contre tout le monde et est allié de circonstances avec le paquet qu'il faut quand il s'agit d'être... Voilà. Et là, on est clair, on a une CCN qui ne sert à plus rien et qui se fait que des reproches. Là, ça, c'était la parenthèse, mais à un moment donné, il va falloir arrêter de tout opposer et de décider que, ben oui, la CGT, pour le moment, qu'on le veuille ou non, on n'est pas assez. Et l'ambition d'une organisation comme la nôtre, si elle est réaffirmée, ben elle doit être accompagnée d'ambition en termes de déploiement. Les questions d'orgas, moi je m'excuse, encore une fois, c'est pas pour faire... alors on m'accuse beaucoup d'être des années 50, des années 60, 70. Moi je suis né en 74. J'ai milité peu de temps après, mais ce qui se faisait dans les années 50, 60, je n'y étais pas. Mais quand même, il y a des pratiques, notamment d'organisation, des réflexes d'organisation, que nous avons abandonnés à un moment donné, perdus, parce que quand tu ne transmets pas, ben, au bout d'un moment, ça finit par se perdre, qui nous font défaut aujourd'hui. Le suivi des syndiqués, ce n'était pas du flicage. Le contrôle des tâches. Aujourd'hui, on met des camarades en responsabilité sur la base pratiquement du volontariat. Qui veut faire l'organe à moi? Qui veut faire la communication à moi? Et puis 3 mois après, bon, ça ne me plaît pas, moi. Nous, alors, peut-être que je suis vraiment ancien, mais moi, dans ma formation, c'était là où l'organe me dit d'aller, j'y vais. Alors, peut-être que c'était un peu trop. Mais l'autre solution, c'est un peu trop aussi. Où il est le bon équilibre, il va falloir qu'on le trouve. Il y a des choses qu'il y a quelques décennies, on ne prenait pas forcément en compte. Mais effectivement, si on veut, par exemple, faire la place normale aux camarades femmes sur des postes à responsabilité, il y a des choses qu'il faut qu'on prenne en compte. La question de la garde des enfants, soit on met bordel dans le couple, parce que d'un coup, c'est le mari qui, soit, et moi je l'ai entendu des centaines de fois, mais s'il faut payer la nounou, ben oui, il faut payer la nounou. Et il faut payer la nounou. Bien sûr qu'il faut payer la nounou. Pourquoi on ne le fait pas? On demande à une camarade, nous dans le secrétariat de l'UD, il y a 4 gars et 3 femmes. On a une jeune femme qui a deux jumelles magnifiques, de 3 ans et demi. C'est la tuerie. Son mari est secrétaire général d'une grosse union locale et membre du bureau de l'UD. Ça aide pas, ça a des bons côtés, mais s'il faut payer la nounou, on paiera la nounou. Ou alors on ne lui demande pas d'être secrétaire de l'UD. Alors à ce moment-là, on met 5 mecs et 2 femmes. Et ce n'est pas la CGT des Bougeronnes. On est dans à peu près les proportions. Mais si on dit, il faut faire. Voilà, ça c'est des trucs, moi, enfin, je ne comprends pas que ce genre de situation, ça existe encore. Voilà. Je ne dis pas qu'on doit tout prendre dans le passé de l'organisation, mais il y a des choses sur lesquelles on doit revenir, les mettre, peut-être avec les bons mots, hein, mais il y a quelques fondamentaux qu'il nous faut retrouver. Le paiement de la cotisation, c'est tous les mois. Tu adhères, personne ne t'oblige. Tu ne veux plus, tu sors. Mais si tu adhères, tu as les mêmes droits et les mêmes devoirs. Dans les devoirs, il y a le paiement à 1% de la cotisation. Qui parle aujourd'hui du 1%? Je parle sous contrôle du président de la commission financière de contrôle. Lui, il en a parlé hier. Moi, en CCN, je n'ai jamais eu de débat sur où on en est du 1%. C'est au-delà du devoir. C'est une fierté. C'est une fierté. Contribuer à la hauteur de 1% de mes moyens à la vie de l'organisation, c'est une fierté. C'est investir dans l'avenir. On le mène comment, le débat? L'indépendance. Ne pas dépendre du camp d'en face pour pouvoir fonctionner. On ne l'a plus. Ça fait au moins 3 congrès
c'est effleuré, mais dans le concret, on ne l'a plus. Les moyennes de timbre à 6 timbres dans l'année. Elle fait 12 mois l'année. On ne peut pas être adhérent de la CGT à mi-temps, c'est pas possible. Les camarades âgés, ils chuchotent en pensant qu'on n'entend pas, mais c'est normal, c'est parce qu'ils ne s'entendent pas non plus. Ah mais je ne me moque pas, j'entends rien moi aussi. Je chuchote et tout le monde m'entend. Ben, c'est ce que je dis, c'est qu'il n'a pas entendu. Tu peux répéter s'il te plaît? Mais voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça, mais c'est pas parce que je crie 1%, et je suis l'intellectuel de la bande ou le passéiste de la bande. Est-ce qu'à un moment donné, on se donne les moyens de pouvoir fonctionner, gagner des adhérents, créer des organisations? Et qu'on le veuille ou non, en face, ils n'ont pas bougé d'un iota sur leurs fondamentaux. Ils n'ont pas bougé. Et le 1%, qu'on le veuille ou non, c'est le même investissement pour tout le monde. On est dans un moment où ceux qui vont faire la CGT après le mois de mars, c'est les syndicats. Et donc les syndiqués. L'urgence là qu'on a sur ce 1 mois et demi, même si, camarades, après le mois de mars, il y aura la CGT. Hein. On pourra s'embrouiller tout ce qu'on veut et on va le faire parce que dans le document, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans, je vous le dis parce que je ne veux pas que ce soit qu'à charge de la direction sortante ici et là. Il y a des choses notamment sur le rapprochement, sur les périmètres des confédérations ici et là, au sujet desquels il nous faut être très attentifs et qui peuvent conduire à de fausses solutions. Voilà, sur le redimensionnement, la fusion, enfin, on verra sur quoi ça peut chuter ou comment on va l'appeler. Camarades, si on veut faire l'homme qui valait 3 milliards, il faut prendre des bons morceaux. Si on prend que des morceaux d'organisation en difficulté, on fait Frankenstein. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et quand je dis ça, c'est comme le syndicalisme rassemblé. Au nom de mon organisation, parce que là je dis beaucoup, moi, je vous le dis, moi à chaque fois que je monte au CCN, c'est des discussions, c'est sur la base de ce qu'on a validé. Enfin, j'ai 2 membres du bureau là, s'ils veulent dire le contraire, ils peuvent, mais après on discutera. Non, je parle jamais à mon nom, je parle au nom de mon organisation. Hein, le syndicalisme rassemblé, souvent on a dit c'est un frein. Ça ne fait pas de nous une organisation qui est contre l'unité syndicale. Nous considérons, nous, que la priorité pour la CGT, dans l'intérêt des travailleurs et de la CGT, c'est de travailler d'abord l'unité des travailleurs. De l'unité des travailleurs, naturellement, il découle l'unité syndicale. Alors le fait que les syndicats arrivent à s'entendre sur des contenus, ça aide aussi à ce que les travailleurs s'unissent. Il ne faut rien opposer. Mais partir du préalable, qu'il faudrait que toutes les organisations soient alignées pour dire aux travailleurs, là maintenant il faut y aller, c'est se priver de l'apport des travailleurs dans la réflexion et de leur volonté de mettre la barre à tel niveau pour traiter les questions d'unité des organisations syndicales. On a là une intersyndicale historique, c'est quoi? C'est au retrait ou abandon de la réforme portant l'âge de départ à 64 ans ici et là. De manière assez honnête, hein. Et on a vécu les mêmes choses dans, je pense, tous les départements. On s'est dit on ne va pas plus loin dans la discussion parce que sinon on ne fait rien ensemble. Mais on porte aujourd'hui le combat avec des organisations qui nous disent nous la retraite à 60 ans on n'en veut pas. La reconnaissance de la pénibilité, sans rentrer dans les critères pourris du gouvernement et du patronat, avec une retraite à 55 ans pour les métiers pénibles, on n'en veut pas. 43 ans de cotisation, pour certains, c'est moins gênant que pour nous. Alors, pas partir à 64 ans avec 43 ans de cotisation, il n'y aura plus beaucoup de minots dans les facs, hein, ou dans les IUT, ou dans... Mais la plupart du temps, on nous a expliqué, on n'est pas arrivé à se mettre d'accord, ou si on veut se mettre d'accord, c'est sur le plus petit dénominateur commun.
Et donc, ça nous amène, nous, à aller aux travailleurs en leur disant « Voilà ce que vous pouvez revendiquer ». Bon, je m'excuse, hein, mais c'est aux travailleurs de déterminer ce qu'ils veulent revendiquer jusqu'à où. La responsabilité qu'on a, nous, c'est de leur donner tous les éléments d'analyse, de compréhension, et de créer les conditions qu'à partir des décisions prises avec eux, on parte au combat pour l'obtenir. Si on part du principe que tant qu'on n'est pas d'accord avec la CFDT, l'UNSA, le ci, le là, on ne propose rien, eh bien, on connaît les périodes qu'on a connues, notamment hein, avec le PAN, et jusqu'à il n'y a encore pas longtemps, on ne peut pas, on ne peut pas et on ne peut pas. Ça participe à empêcher que, y compris dans la CGT, on soit sur des stratégies communes. Parce que de toute façon, comme il n'y a pas les autres, on ne peut pas. Et on opposerait ce qui ferait la stratégie de la CGT et de ses organisations à la possibilité de mettre en place une unité syndicale la plus large possible. Parce que sur ça, ça mérite qu'on ait un débat. Moi, je redis, on est plus efficace s'il y a 8 syndicats qui appellent sur un contenu clair que s'il n'y a que la CGT. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais sur comment on construit l'unité syndicale, ça ne peut pas passer par la forme syndicalisme rassemblé qui, qu'on le veuille ou non, détermine, avant que les travailleurs aient pu réfléchir, le niveau des revendications et les modes d'action à mettre en œuvre. Ben, quand on dit ça, c'est dire ça en CCN, c'est être contre l'unité syndicale. Je reviens 2 secondes sur plus jamais ça, après je m'arrête. Au-delà des contenus, on nous a dit, vous êtes contre le fait de travailler avec d'autres organisations. Dans mon département, en 2013, on a mis en place ce qu'on a appelé la démarche départementale, qui pour nous a consisté à solliciter l'ensemble des organisations que nous avons déterminées dans notre camp. En 2013, avec François Hollande, vous imaginez bien que le PS, les Verts, on ne les a pas mis dans notre camp. Ils étaient au gouvernement, ils nous massacraient. Mais on a travaillé avec le PCF, le Parti de gauche, le NPA, les associations communistes, la FSU, Solidaire, Attaque. On s'est retrouvé 21 organisations. On est allé jusqu'à l'ARC. Il allait de Alternative Libertaire à Gérard Filoche. Vous imaginez un peu le... Hein, voilà. Pour une organisation de staliniens ici et là, on a... Camarades, on s'en est pris en CCN plein la tête. Plein la tête. On était des dangereux gauchistes, des mélanchoniens, des... je le sais moi. Voilà. Et quand on dit, camarades, plus jamais ça y a un problème, on nous dit, ouais, mais c'est un peu comme vous avez fait vous dans les Bouches-du-Rhône. Alors, nous, on n'a jamais demandé la fermeture d'une seule usine. Au contraire, quand on a mis ce processus-là en place, c'est parce que nous avions 14 boîtes menacées, soit de fermeture, soit de plan de licenciement. Et on a mené les deux de front. C'est-à-dire que pour donner du poids aux luttes des 14 boîtes qu'on a mis en paquet pour qu'elles aillent au combat, on a dit on va faire appel à l'ensemble de notre camp. On n'est pas nous tout seuls le mouvement social. Ça se saurait si la CGT toute seule le porte tout et elle est en capacité de... On aurait un candidat au présidentiel, on aurait des candidats aux législatives, mais c'est pas ça. On prend notre part, mais on est dans un camp, le camp des travailleurs, et le camp des travailleurs, il a des organisations. Sauf que, comment on a travaillé? On a appelé à je ne sais pas combien d'initiatives, manifs, débats, meetings. On a considéré que pour ne pas tomber dans les pièges du syndicalisme rassemblé, on ne faisait aucun appel en commun. Ça peut vous paraître bizarre, mais admettons, on avait fait un carrefour des luttes. Bon, après, on essaye de donner tous des noms qui innovent, mais bon. On avait fait, en gros, c'était un meeting au Moulin Morel, qui était en voie de fermeture. On était à ce moment-là 21 organisations, associatives, politiques et syndicales. Mais on a fait 21 appels. Chaque organisation a dit à qui elle pouvait toucher. Voilà pourquoi, le 15 novembre 2014,
nous appelons à telle initiative. Ben, on a mis 550 ou 600 personnes pratiquement ce samedi matin-là. Toutes sont venues pour soutenir les boîtes en lutte et apporter ce qu'elles avaient à apporter. À aucun moment, on a mis notre logo à côté d'autres logos. Bien sûr qu'on a fait des déclarations unitaires syndicales, ça pose de soucis à personne. Mais on n'a mis aucun parti politique à côté de nous, on n'a mis aucune association et ça ne nous a pas empêché de faire ensemble. Sauf que ça nous a permis de ne pas rentrer dans nous on veut le SMIC à l'époque à 1800, non, nous on le veut à 1700, ouais, mais nous on le veut à 1750 brut, nous ça on n'est pas d'accord avec l'appel au blocage de ça, non, nous on veut bloquer. Non, chacun il dit pourquoi, tel jour à telle heure, il faut se rassembler sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. C'est pas plus jamais ça, camarades. Plus jamais ça, on y adhère, on y rentre, je ne sais pas comment on fait, on met notre logo sur un truc qui dit on veut le contraire que ce que portent certaines fédérations de la CGT. C'était peut-être la condition pour pouvoir y rentrer, mais qu'est-ce qu'on est devenu une fois qu'on a fait ça? Moi, je ne suis pas sûr, on a laissé notre identité à la porte. Non, on a fait n'importe quoi. On a fait n'importe quoi. Et si on a des intérêts communs avec un certain nombre d'organisations sur certains sujets, ben, on fait le même jour au même endroit ensemble, en expliquant chacun pourquoi on doit être là. Et ça n'empêche pas. Si tu as 10 appels différents sur le même sujet, ça fait peut-être 10 raisons qui vont toucher, voilà, et tu affiches l'unité des organisations, il n'y a pas de problème. Mais tu ne te compromets pas, tu ne t'empêches pas, et tu n'obliges pas les autres. Tu n'obliges pas non plus les autres, parce que moi je ne dis pas, il fallait rentrer dans plus jamais ça, avec le cahier revendicatif de la CGT, leur dire maintenant vous êtes tous la CGT. Greenpeace, il ne peut pas être la CGT, c'est pas vrai. Il y a eu une intervention du secrétaire général de la Fédération des ports et docks, il nous en a dit quelques-unes sur Greenpeace. Donc si ça avait été eux, au moment de la discussion d'entrer ou pas dans plus jamais ça, ben, la CGT ne leur rentrait pas. Ils leur ont fait perdre des emplois et des activités. Alors on passe nous pour les gros productivistes qui sont contre, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. En faisant comme on a fait là, on s'est obligé à dire des choses qui ne sont pas partagées dans l'organisation et on s'empêche d'en dire d'autres qui sont portées par des organisations de la CGT, qu'on devrait pouvoir normalement porter ensemble. Donc vous imaginez bien que sur le travail avec d'autres, la question de la fusion, du rapprochement, du redimensionnement de nos organisations, FSU, Solidaire et CGT, on ne peut pas être pour. On n'est pas en état les uns les autres. Est-ce qu'on est pour la réunification du syndicalisme? Oui. Quand il ne restera que la CGT, à 4,5 millions d'adhérents, camarades. C'est la seule solution pour que les travailleurs s'en sortent. Tout le reste, c'est de la confusion et ça nous fait perdre beaucoup de temps et de force. Encore une fois, c'est pas que moi je ne suis pas contre l'unité syndicale, nous ne sommes pas contre l'unité syndicale. Voilà, malgré les coups fourrés des uns et des autres dans les boîtes, je sais que nos camarades de Télécom avec FO, ils ont des rapports. Voilà, regardez la tête qu'il fait. Voilà. Mais malgré tout, Je te rassure, il n'y a pas que il n'y a pas que dans les télécoms et pas que dans les Bouches-du-Rhône. Ah, mais quand je dis ça, je prends cet exemple-là parce que, voilà, mais ça n'empêche pas que quand il y a nécessité, on va travailler avec les autres. Mais à partir du moment où ils sont d'accord d'aller au combat. Voilà. Donc voilà, tout ça, camarades, mais là vraiment je finis. Les enjeux, ils seront réglés, pas tranchés. Non, c'est pas tranché, on coupe. Ah, les enjeux ils seront réglés, les décisions le seront prises par les syndicats. Par les syndicats. Quand ça va mal dans l'organisation, c'est aux syndicats qu'il faut s'en remettre. Sans craindre les remarques et les décisions que les syndicats prendront. On est tous copropriétaires de l'organisation, il n'y a personne qui peut, ça moi je l'avais dit en conclusion du congrès de mon UD, il n'y a personne, quel que soit son rang, son grade, son histoire, qui dans la CGT peut décider à la place des autres. C'est les organisations, c'est les syndiqués qui décident. Ça, c'est la responsabilité, pour le coup, que nous avons quand on est en direction dans les UD, dans les UL, dans les syndicats, mais c'est une responsabilité que tous nos syndiqués et toutes nos syndiqués ont au même niveau.
Les choix qui sont faits, ils impactent la vie de toute la CGT, du syndicat jusqu'à la Confédération. Donc, nous, je sais, on a mis en place un plan de travail dans le département. J'en parle parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut que les syndicats aident. Mais voilà, moi, toutes nos unions locales le vont impulser des réunions. C'est compliqué d'intéresser les camarades parce qu'il y a la vie, il y a la distance qui a été mise depuis des années. Mais là, cette fois, voilà, il y aura la CGT. Mais si les syndicats ils décident qu'elle existe. Il faut que les camarades s'emparent des documents, des enjeux, et qui décident. Voilà, qui débattent et qui décident. Je ne sais pas si c'est un lien ça avec candidature ou pas candidature, mais dans tous les cas, être candidat à la première responsabilité d'une organisation qui est complètement coupée de sa base, ou parce qu'elle serait désintéressée, parce qu'on l'aurait désintéressée, franchement, ça n'a aucun intérêt. C'est les syndicats qui doivent décider et qui doivent tracer la feuille de route. Ensuite, les dirigeants et les dirigeantes élus, ils doivent diriger, prendre des actes de direction et les assumer. Et au quotidien et dans les temps statutaires et démocratiques, qui sont les congrès. Voilà. On t'a élu pour quelque chose. Quand tu es dirigeant ou dirigeante, il y a aussi ton apport individuel, comme tout. Mais tu ne dois pas avoir peur de ce que tu fais et du jugement des organisations et des militants et des militantes qui sont, je le redis, les seuls propriétaires de l'organisation. L'enjeu, il est là. Oui, si les camarades ils préfèrent telle ligne ou telle ligne, ben, chacun il devra respecter les décisions majoritaires. Moi, je vous dis, je ne suis pas Donald Trump. Si mon organisation le décide qu'elle veut ça, ben, je ferai ça. Voilà. Il y a un petit côté centralisme démocratique pour le coup. Mais si jamais personne ne respecte les décisions prises collectivement, on n'y arrivera jamais. Voilà. Puis des fois, c'est pas grave de mettre en œuvre une orientation qu'on ne partage pas. Ça permet aussi de vérifier qu'on n'a pas pris la bonne décision collectivement et d'en changer. Mais au regard de l'expérience et du vécu. Pas du préjugé et de l'intérêt que chacun aurait à asséner des vérités qui n'ont aucun lien avec ce qui se passe en vrai. Voilà. Enfin, je ne sais pas si j'ai été clair, camarades. Excusez-moi d'avoir été très long, mais voilà ce que nous essayons de porter.